Les hélices contrarotatives sont de ces choses qui ne semblent pas avoir beaucoup de sens. En théorie, leur disposition sert à augmenter extrêmement l'efficacité des avions. Mais comment une hélice poussant l'air dans le sens opposé peut-elle améliorer l'efficacité? La deuxième hélice ne devrait-elle pas annuler la poussée de la première? En réalité, même si cela ne semble pas être le cas, cette configuration augmente incroyablement l'efficacité jusqu'à 30%. C'est pourquoi vous verrez toujours ces hélices sur des avions destinés à parcourir de longues distances, comme les Tupolev Tu-95. Ce dernier est probablement l'avion auquel vous pensez lorsque je vous parle d'hélices contrarotatives. Même si vous ne le croyez pas, c'est un concept assez ancien, presque aussi ancien que l'aviation elle-même, ce qui est surprenant. Aujourd'hui, nous expliquerons ce qu'est ce concept. Comment est-il possible d'augmenter l'efficacité en ayant deux hélices qui tournent en sens contraire? Et pourquoi ne parlerons-nous pas de l'histoire de cette étrange façon de propulser les avions? Alors mettez-vous à l'aise, je suis Kevin Aguilar et ceci est Kunst Club. Les hélices contrarotatives ont une histoire qui remonte au début du XXe siècle. Le premier à breveter quelque chose de similaire aux hélices contrarotatives était Frederick Lancaster en 1906. Initialement, c'était un concept qui s'appliquait uniquement à la propulsion des torpilles et des bateaux. Cependant, son utilisation dans les avions a commencé à gagner du terrain dans les années 30 et 40. Parmi les premiers exemples figure le Lockheed P-38 Lightning, dont les hélices tournaient vers l'extérieur en sens inverse l'une de l'autre, atténuant de nombreux effets négatifs, comme le facteur P. Le facteur P est un problème assez simple à comprendre. Nous savons que les avions à turbopropulseur ont l'hélice inclinée vers le haut, par rapport à la direction de l'avion. C'est nécessaire pour résister aux effets de la gravité. Mais en résolvant ce problème, il en crée un autre. Cela fait que la pale qui monte sur le côté droit génère plus de poussée que la pale gauche qui descend, provoquant une tendance indésirable vers la gauche. Aussi, un autre effet indésirable qui était toujours présent dans les avions était que, comme vous aviez une ou deux hélices poussant l'air dans un sens, vous faisiez que l'avion avait tendance à aller de l'autre côté. Un autre problème est également l'effet en spirale. L'hélice pousse l'air dans un sens, ce qui génère constamment une turbulence qui tourne autour de l'avion et frappe le stabilisateur vertical, ce qui le fait encore plus tendre à tourner à gauche. Par exemple, ces problèmes étaient présents dans les avions monomoteurs et n'étaient pas si graves. Un pilote expérimenté pouvait constamment compenser cette tendance avec le gouvernail, mais dans les avions bimoteurs, ces problèmes étaient beaucoup plus ressentis. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques ont résolu ce problème. Ils ont découvert qu'en faisant simplement tourner une hélice dans le sens opposé à l'autre, une grande partie de ces effets négatifs diminuait. Ainsi, le facteur P était éliminé, stabilisant davantage l'avion. C'est de cette manière que les hélices contrarotatives, une avancée majeure en aéronautique, ont été inventées. Cela fonctionnait bien pour les avions bimoteurs, mais qu'en est-il des monomoteurs? Avec un seul moteur sur ces modèles, cette solution est inapplicable. Avant, dans les années 30 et 40, et même encore aujourd'hui, sur certains avions, ce que l'on faisait, c'était simplement de tourner le moteur à droite de cette façon. C'est ainsi que l'on compensait les tendances intensifiées. Mais cette solution, bien que résolvant les problèmes du facteur P, était assez compliquée, surtout dans les avions militaires. Ainsi, au milieu du conflit, tant les Alliés que l'Axe sont allés beaucoup plus loin. En expérimentant avec les hélices contrarotatives coaxiales, les Allemands ont inventé l'avion dunier Du-33-5, qui avait des hélices contrarotantes sur le même axe. Du côté allié, nous avons vu des exemples plus proches de ce que nous imaginons avec des hélices contrarotatives, comme le britannique Supermarine Safran qui avait des hélices contrarotatives coaxiales. Et c'était vraiment bon. Aussi le Boeing XF-8B ou le Curtiss XBTC américain. Malheureusement, la plupart de ceux-ci ont volé pour la première fois lorsque la guerre s'est terminée, juste au moment où l'intérêt militaire était davantage orienté vers les moteurs à réaction. Ainsi, les Américains et les Anglais abandonnèrent ces projets. Cependant, les Soviétiques développeraient le Tupolev Tu-95, l'un des bombardiers les plus emblématiques de l'histoire. Il a volé pour la première fois en 1953. Et oui, celui-ci avait des hélices contrarotatives sur le même axe. Ce nouveau design d'hélice générait beaucoup plus d'avantages. Principalement, les hélices contrarotatives génèrent un flux d'air beaucoup plus contrôlé, réénergisant le flux d'air produit par la première hélice. Ou, pour le dire plus simplement,
La deuxième hélice recyclait une partie du flux d'air de la première hélice, augmentant la poussée sans augmenter la taille de l'hélice ou du moteur. Ce qui, à son tour, augmentait l'efficacité et économisait du carburant de 15%. L'ajout d'une hélice supplémentaire a permis de générer un flux d'air plus contrôlé, améliorant considérablement la stabilité de l'avion. Et les vibrations indésirables étaient supprimées. Et il va sans dire. Mais cela éliminait le facteur P indésirable, et les tendances à tourner d'un côté ou de l'autre. Donc généralement, ces avions étaient très stables et confortables. On avait l'impression de conduire une Rolls-Royce dans les airs. Vous vous rappelez la dernière vidéo des courses aériennes de Renault? Elle est triste. Mais ce n'est pas un hasard si la plupart des avions de course en ont été équipés. Comme modification, les hélices contrarotatives donnent aux avions un peu plus de puissance et de stabilité. C'était donc une modification idéale pour la course. Mais si les hélices contrarotatives étaient plus efficaces, pourquoi ne sont-elles pas partout? Pourquoi utilise-t-on encore principalement des hélices conventionnelles? Les hélices contrarotatives sur le même axe ne conviennent pas à tous les avions. Elles ont aussi pas mal d'inconvénients. Elles ont tendance à être très bruyantes, 3 fois plus bruyantes que les hélices conventionnelles. Cela les rend inadaptées pour les avions commerciaux. Elles sont limitées aux avions de transport ou expérimentaux. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu, nous les ingénieurs avons une loi, et c'est que plus une machine est complexe, plus elle aura tendance à échouer. Avec les hélices contrarotatives, vous rendez la mécanique de votre avion beaucoup plus complexe, vous ajoutez plus d'engrenages qui peuvent échouer, donc vous échangez l'efficacité pour fiabilité. Cela rend non seulement les avions plus susceptibles de tomber en panne, mais rend également l'entretien plus coûteux. Après tout, si vous fabriquez un avion à turbopropulseur aujourd'hui, vous voulez qu'il soit simple et bon marché. Sinon, vous fabriqueriez un avion à réaction. C'est donc à cause de ces deux facteurs, le bruit et la complexité, que nous ne voyons pas autant d'avions de ce type que nous le souhaiterions. Et en fait, ils disparaissent même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourriez être intéressé de savoir pourquoi diable les stucateurs avertent des sirènes. La vraie raison de cela, et non les mythes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.